Mesdames, Messieurs, vous êtes sur For You Télévision, place au grand journal et au sommaire. Nous parlons du Cameroun, visite d'Emmanuel Macron sous fond de renégociation et d'accords économiques et positions géostratégiques. Entre glissement de gros contrats, échec de la politique française en Afrique et obésité commerciale de la Chine, la France souhaite jeter à nouveau les dés dans son précaré et redorer son blason. Des plans quelque peu entachés par une vague de contestation politique et panafricaniste au Cameroun. Des détails sont à suivre dans le dossier de la rédaction centrale. On parle également dans l'actualité de ce grand journal de Burkina Faso, consensus entre le pouvoir militaire et la CEDEAO pour la durée de la transition. La mission de la communauté de la sous-région s'est conclue le 24 juillet avec une entente selon la délégation qui était conduite par le président bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo. On y revient dans ce grand journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue et on démarre par l'actualité au Cameroun. La France au Cameroun dans un contexte où l'économie française est en perte d'intensité dans le pays, avec les entreprises et grands groupes qui sont en souffrance de contrats puisque ces différents contrats migrent vers la Chine et l'Inde. Cette visite s'inscrit donc comme une bouffée d'oxygène pour une France en quête de nouveaux repères économiques, nous dit Nguéné dans ce reportage. En quelques années, la Chine est devenue le premier partenaire économique du Cameroun, un partenaire qui œuvre pour le développement du Cameroun par le financement de nombreux grands projets d'infrastructures énergétiques, routières, portuaires, sanitaires et même sportives. Une place de choix synonyme d'une relation d'amitié promue à un avenir bien plus radieux. À côté de la Chine, l'Inde s'est aussi positionnée au rang des partenaires privilégiés du Cameroun, formant un tandem de choc qui ne laisse pas Paris indifférent. La délégation d'Emmanuel Macron, en visite au Cameroun avec Olivier Betch, ministre délégué chargé du commerce extérieur, a donc pour objectif de relancer ces relations économiques qui perdent en intensité. Bien qu'étant le troisième fournisseur du Cameroun, la France a dégringolé au rang des clients et n'occupe que la 7e position. Aussi, depuis plusieurs années, de grands contrats d'équipement échappent au groupe français, preuve que l'influence économique de la France au Cameroun est mise à mal. Statistiquement, le Cameroun accueille encore 200 entreprises et filiales de groupes français, principalement dans les domaines de l'exploitation pétrolière, du bois et de l'agro-industrie. Des investissements bien en deçà de ceux observés dans un pays comme le Sénégal, où la mainmise de la France n'est plus approuvée. Dans les années 90, par exemple, les entreprises françaises pesaient 40% de l'économie. Rendue à 2022, elles ne représentent plus que 10%. L'urgence est donc signalée et cette visite d'Emmanuel Macron sonne comme une bouffée d'oxygène, celle censée redorer le blason d'un environnement économique difficile qui échappe depuis belle lurette aux entreprises tricolores. Et cette visite d'Emmanuel Macron au Cameroun s'inscrit dans un contexte où la récente débâcle de la France a eu lieu au Mali, ainsi que le détachement français qui prend de l'ampleur en Afrique. Il faut également rappeler que ces escales dans 3 pays africains, dont le Cameroun, le Bénin et la Guinée-Bissau, s'inscrit également, du moins s'apparente à une tentative de redorer le blason français. C'est en tout cas ce que nous dit Kouetou dans cet élément. En visite au Cameroun le 25 juillet 2022, le président français Emmanuel Macron se lance de toute évidence dans une opération séduction qui vise à redorer l'image de la France. Une tâche des plus ardues pour le locataire de l'Élysée, qui à l'aube de son 2e quinquennat bénéficie d'un taux de popularité au plus bas, tant en France qu'en Afrique. Invité au Cameroun par le président Paul Biya, à l'heure où le sentiment anti-français gagne du terrain, c'est muni d'une quarantaine de journalistes, à la plume aiguisée à sa course, qu'Emmanuel Macron va fouler le sol du Cameroun à l'aéroport international de Simalène, le lundi 25 juillet à 22 h précises. Le Mali n'en a pas voulu, le Cameroun si. De quoi tirer l'orgueil de la France et du très vaniteux jeune président français. La débâcle au Mali depuis début juillet 2022 des militaires français de l'opération Barkhane fait tache d'huile à l'image de la France, dont le capital sympathie en Afrique de l'Ouest est au plus mal. Le Bénin, seconde étape de la tournée africaine d'Emmanuel Macron, avait obtenu de la France, après moult tractations,
la restitution en novembre 2021 de trésors volés par la France du temps de la colonisation, créant des rapports diplomatiques tendus entre Paris et Cotonou. La France, concurrencée par de nouveaux acteurs comme la Chine et la Russie dans son ancien précaré, perd du terrain. Sans la Centrafrique, le Tchad, le Gabon, le choix a été porté sur le Cameroun, en Afrique centrale, le Bénin et la Guinée-Bissau, en Afrique de l'Ouest. 3 pays autrefois boudés par Emmanuel Macron lors de son premier mandat et aujourd'hui choisis par la France pour cette tournée africaine qui s'inscrit dans la nouvelle dynamique géostratégique française. Si la présence de 40 journalistes dans le contingent français au Cameroun suscite des interrogations, celle des 350 soldats français intrigue d'autant plus que le Cameroun et la Russie ont signé un nouvel accord de défense au mois d'avril 2022. La France aux abois, le Cameroun aux aguets. L'on attend de voir les atouts qu'Emmanuel Macron, 45 ans, mettra en vitrine face au vieux lion Paul Biya, 89 ans. Et puisqu'on parle de la visite française au Cameroun, la rédaction de For You Media s'est penchée sur les projets, mais surtout l'évaluation de ceux-ci, ceux réalisés par la France au Cameroun. Ça se trouve dans ce reportage signé Noira. Regardez. Plus vieux partenaire du Cameroun, la France entretient une relation longue de 104 ans avec le pays. Une relation qui, au regard de sa durée, voire de sa solidité, interpelle sur les différents apports que bénéficient les deux États. Depuis son implantation intercamerounaise, la coopération franco-camerounaise ne reflète pas la durée de la coopération, encore moins n'est proportionnelle à l'ouverture qu'a faite et fait le Cameroun vis-à-vis de la France. En effet, depuis ces 104 dernières années, Paris n'a que contribué sur la réalisation de 6 projets structurants à hauteur de 200 milliards sur fonds propres de l'AFD, l'Agence française de développement, notamment dans la construction du deuxième pont sur le Vouri avec 150 milliards de francs, à la clé, le barrage de Lompangar, 50 milliards, 34,522 milliards cofinancés par l'État du Cameroun et l'AFD dans la construction de la route Tui-Batienga. Les deux partenaires vont également cofinancer à 360 milliards la construction du pont Sanaga-Natigal. Dans son déploiement, l'Agence française de développement a accordé un prêt de 150 milliards d'euros au Cameroun, notamment dans la construction du barrage hydroélectrique de Natigal, et budgétisé 4 milliards issus d'un contrat de désendettement et de développement C2D de la construction du giratoire de Lonkek au cœur de Yaoundé. Ajouté à 7 ans C2D que Paris a bien voulu essuyer dans la douce camerounaise. Toutefois, ces chiffres investis sont très loin derrière le bénéfice qu'effectue la France au Cameroun, notamment en termes d'exploitation des minéraux issus du sous-sol, qui se chiffrent en centaines de milliers de dollars, même si l'on y note aujourd'hui une certaine concurrence dans le secteur. On note également aujourd'hui la présence des entreprises et filiales françaises à 140 qui se font également des chiffres d'affaires énormes, à l'instar du pétrolier Total Energies, l'opérateur téléphonique Orange ou encore l'opérateur et distributeur télévisuel Canal+. Dans le même ordre d'idées, la France détient le monopole dans l'industrie brassicole avec le rachat il y a quelques jours du britannique Guinness par Castel à hauteur de 300 000 milliards de francs CFA. On ne peut ne pas citer les produits comme les grumes de bois sortis de la forêt, les régimes de bananes, de plantains, l'huile de palme, le caoutchouc, le café ou le cacao qui défilent vers la métropole française. À la question de savoir que valent les projets structurants français au Cameroun, je vous invite vous-même à vous faire votre propre idée. Merci Noira. Escale à présent au Burkina Faso pour parler de la durée de la transition. Le pays des hommes intègres et la CEDEAO sont sur la bonne voie. C'est en tout cas ce qui ressort de la mission de la CEDEAO qui s'est achevée le 24 juillet 2022. La délégation était conduite par le président bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo. Reportage Foutundedi. 24 mois à partir du 1er juillet 2022 jusqu'au 1er juillet 2024. C'est le délai trouvé raisonnable par la CEDEAO de commun accord avec les autorités burkinabées, toutes réunies à Ouagadougou dans le cadre d'une rencontre dont le but était d'évaluer à mi-parcours la progression des engagements qui ont été pris par le gouvernement de la transition lors de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO le 3 juillet dernier à Accra. Une occasion pour la mission de la CEDEAO conduite par le chef d'État bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo de lancer un appel à la mobilisation derrière le gouvernement de la transition du Burkina Faso. Pour Embalo, les axes les plus importants de la transition sont le défi sécuritaire, les questions humanitaires
le retour à l'ordre constitutionnel, la mobilisation des ressources et la mise en place des mécanismes de suivi et d'évaluation. La délégation de la CEDEAO, qui comprend aussi le médiateur et ancien président du Niger, Mahamadou Issoufou, a salué le gouvernement de transition pour les progrès enregistrés sur le terrain sur le plan de la lutte contre le terrorisme. À titre de rappel, à l'issue du sommet du 3 juillet dernier à Accra au Ghana, les sanctions économiques et financières contre le Burkina Faso avaient été levées, mais le pays reste suspendu des instances de la CEDEAO. Le 24 janvier dernier, des militaires burkinabés ont renversé l'ancien président Roch-Marc, Christian Kaboré, qualifiant sa gestion de la situation sécuritaire de catastrophique. Parlons à présent de coopération entre l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire, coopération qui d'ailleurs compte s'intensifier avec une hausse d'échanges commerciaux entre les deux pays à l'issue d'une rencontre, dont une visite officielle du président Alassane Ouattara en Afrique du Sud qui aura duré 4 jours. Pretoria et Abidjan ont paraphé 6 nouveaux accords dans divers domaines, lesquels se trouvent dans cet élément signé à Samzili. En visite de 4 jours en terre sud-africaine, le président ivoirien Alassane Ouattara a pu parapher avec Cyril Ramaphosa 6 nouveaux accords qui concernent plus précisément les domaines des mines, du développement social et du transport. La visite avait pour but le renforcement de la coopération bilatérale multisectorielle entre la Côte d'Ivoire et la nation arc-en-ciel. Les deux pays dont les échanges commerciaux ont connu une croissance remarquable malgré les contraintes liées à la pandémie à Covid-19, veulent demeurer dans cette dynamique, d'autant plus que selon l'Organisation mondiale du commerce, durant l'année 2020, 646 millions de dollars d'échanges de marchandises ont été enregistrés entre Pretoria et Abidjan. Nous sommes convenus, Monsieur le Président, de faciliter l'implantation de sociétés ivoiriennes en Afrique du Sud et de sociétés sud-africaines en Côte d'Ivoire, afin d'intensifier la collaboration dans le domaine de la défense, de la lutte contre le terrorisme et de la transformation des matières premières, cacao et café, mais également dans le domaine culturel et artistique. La desserte de l'Afrique du Sud, de Johannesburg, je dois dire, par Air Côte d'Ivoire, va favoriser le renforcement des liens entre non seulement nos deux pays, mais entre nos deux peuples. La crise ivoiro-malienne relative à l'arrestation à Bamako de 49 soldats ivoiriens, qualifiés de mercenaires par les autorités de la transition malienne, a été évoquée lors des échanges entre Cyril Ramaphosa et son hôte, qui a assuré déplorer les soupçons d'une ingérence de son pays dans les affaires maliennes, ingérence évoquée par Bamako. On reste en Afrique du Sud, mais cette fois-ci avec Kwaka Padip, notre reporter, qui nous dit d'ailleurs que le président Ramaphosa est de plus en plus fragilisé au sein de sa propre formation politique. De même, il voit son image effritée au vu de l'affaire Farmgate, celle qui renvoie au vol d'argent survenu dans sa ferme. Autant de vagues qui inquiètent l'ANC à l'aune d'une possible et éventuelle candidature à la présidentielle 2024. Reportage. C'est un nouveau coup dur pour le camp Ramaphosa qui espérait la réélection le week-end dernier du chef de l'ANC sortant pour la région du KwaZulu-Natal à l'est du pays. Mais c'est finalement son opposant, Chibonizo Douma, proche de la façon fidèle à Jacob Zuma, qui va s'imposer sans grande difficulté. Cette élection illustre une nouvelle fois les fractures au sein de ce parti historique, alors que l'ombre de l'ex-président continue à planer au-dessus de cette région qui fut le point de départ des émeutes d'il y a un an. Jeudi dernier, c'était un autre ancien chef d'État qui s'en prenait ouvertement à Cyril Ramaphosa. Thabo Mbeki l'a pris à partie lors d'une cérémonie publique, lui reprochant son manque d'action face au chômage et à la pauvreté endémique et prédisant que d'autres mouvements de contestation populaire seraient à prévoir. De nouveaux coups durs alors que le chef d'État est aussi critiqué par l'opinion publique pour son silence face aux soupçons de malversation suite au vol d'argent dans sa ferme en 2020. Le scandale fut révélé ce mois de juin 2022 et Ramaphosa subissait alors une pression sans précédent
accusé d'avoir dissimulé ce vol de plus de 4 millions de dollars et d'avoir acheté le silence des cambrioleurs. Une plainte avait été déposée par l'ex-chef du renseignement, Arthur Fraser. Mais ensuite, c'est toute l'opposition qui s'était emparée de cette affaire, réclamant que le président fasse toute la lumière sur ces accusations. La déconvenue de ce week-end intervient à 5 mois de la conférence de l'ANC, prévue en décembre prochain, au cours de laquelle le chef de l'État sud-africain est censé mettre son mandat en jeu. La tâche ne s'annonce donc pas facile pour Cyril Ramaphosa, car sa formation politique devra décider de le présenter ou non comme candidat pour un second mandat à la présidentielle de 2024. Successeur de Jacob Zuma, poussé à la démission en 2018 après une série de scandales, l'actuel président pourrait subir le même sort. On parle à présent de Russie et Congo-Brazzaville. Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, a rejoint le Congo-Brazzaville le 24 juillet 2022. Ceci toujours dans la continuité de sa tournée en Afrique. Avec le président congolais Sassou Nguesso, ils ont échangé sur les partenariats et échanges qui existent entre la Russie et le Congo. Reportage Eboke Angali. Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, est arrivé à Oyo, au nord de la République du Congo-Brazzaville, le dimanche 24 juillet pour une visite de travail de 48 heures. Dans l'après-midi du 25 juillet, le diplomate russe a eu un entretien avec le chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso, à Golodoua. Au sortir de cet échange, une conférence de presse a suivi. Nous avons eu une discussion détaillée avec M. le Président, avec M. Sassou Nguesso, et les discussions avec mon proche ami, le ministre des Affaires étrangères. Nos relations s'appuient sur une histoire ancienne d'amitié et de coopération. Elle repose sur le principe d'égalité de droit et de respect des intérêts mutuels et de coopération sur l'arène internationale conformément à la charte de l'ONU. Aujourd'hui, nous avons examiné la dimension du renforcement de notre coopération et notamment qui est très prometteuse, notamment en matière énergétique, des transports, des infrastructures, des télécommunications. Un certain nombre d'entreprises russes travaillent dans la République du Congo et manifestent leur intérêt. Nous avons vu une réaction tout à fait positive pour développer de nouveaux projets. Les orientations concrètes qui ont été discutées aujourd'hui seront travaillées pour préparer la nouvelle commission intergouvernementale qui se tiendra à Brazzaville fin septembre de cette année. Rappelons que depuis le début de la guerre en Ukraine, le Congo-Brazzaville a affiché sa neutralité dans ce conflit. À l'Assemblée générale de l'ONU en mars dernier, 141 pays sur 193 se sont prononcés sur une résolution concernant cette guerre. Sur 54 membres africains, 26 pays sont passés d'un vote favorable en mars à un vote contre ou ont choisi la voie de la neutralité. La plupart de ces pays entretiennent une coopération de longue date avec Moscou, entre autres l'Angola, l'Algérie, l'Afrique du Sud, la Centrafrique, le Congo-Brazzaville, l'Éthiopie, l'Égypte, le Mali ou encore le Mozambique. Le ministre russe des Affaires étrangères, qui a débuté sa tournée africaine en Égypte le samedi 23 juillet, se rendra après le Congo, en Éthiopie et en Ouganda. Accord sur les exportations céréalières entre la Russie et l'Ukraine. On en parle dans ce grand journal. Et c'est toujours avec vous, Eboke Angali. Vous nous dites que l'Union africaine s'est dite satisfaite par ces accords. Cet accord qui vient fluidifier les exportations céréalières. Une aubaine à un moment où l'Afrique, le continent africain aussi souffrait de la pénurie en céréales. Reportage. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, s'est félicité le samedi 23 juillet de l'accord signé entre la Russie et l'Ukraine pour débloquer les exportations de céréales et de produits agricoles via la mer Noire sous les auspices du président turc Recep Tayyip et du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Pour l'institution, il s'agit d'un développement bienvenu pour le continent africain. Cet accord est en réponse à la visite en juin dernier en Russie du chef de l'État sénégalais Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, et de Moussa Faki, président de la Commission de l'Union africaine,
qui avait souligné auprès de Vladimir Poutine l'urgence du retour des céréales d'Ukraine et de Russie sur les marchés mondiaux. En outre, le président de la Commission réitère l'appel de l'Union africaine tel exprimé le 24 février 2022 à un cessez-le-feu immédiat et à l'ouverture de nouvelles négociations politiques sous les auspices des Nations Unies dans l'intérêt de la paix et de la stabilité mondiale. Il termine en réaffirmant son engagement continu et inébranlable en faveur du multilatéralisme et de la responsabilité partagée de tous les membres de la communauté internationale d'œuvrer pour la paix et la stabilité mondiale une fois de plus. Au terme de cet accord, des couloirs sécurisés permettront la circulation des navires marchands en mer Noire que les deux parties se sont engagées à ne pas attaquer. Face au risque de mines principalement posées par les Ukrainiens pour protéger leurs côtes, des pilotes ukrainiens ouvriront la voie aux cargos dans les eaux territoriales. L'accord sera valable pendant 120 jours, le temps de sortir les quelques 25 millions de tonnes de céréales entassées dans les silos d'Ukraine alors qu'une nouvelle récolte approche. En échange, la Russie, de son côté, a notamment obtenu la garantie que les sanctions occidentales ne s'appliqueraient pas ni directement ni indirectement à ses propres exportations de produits agricoles et d'engrais. Toutefois, une attaque a eu lieu dans le port d'Odessa juste après la sortie du président de commission de l'Union africaine. Ces frappes interviennent au lendemain de l'accord d'Istanbul et n'ont techniquement pas remis en cause la reprise des exportations depuis le principal port ukrainien sur la mer Noire, selon les autorités locales. Et retour au Cameroun pour parler de la visite officielle d'Emmanuel Macron dont le séjour annoncé peine à recevoir un accueil positif et chaleureux mais émeut négativement la classe politique ainsi que la classe panafricaniste. Normal vu les lourdes blessures du passé enregistrées dans les relations entre la France et le Cameroun, mais aussi l'urgence des résolutions des des contentieux historiques entre les deux. Le collectif Mekim Africa a tenu une conférence de presse 25 juillet 2022 dans la ville de Douala au Cameroun. Notre reporter Koumabiti était sur les lieux, compte rendu. En prélude à la visite du président Emmanuel Macron au Cameroun, le collectif panafricaniste appelé Mekim Africa a tenu une conférence de presse le 25 juillet 2022, au cours de laquelle il était question de revenir sur l'historique des relations entre le Cameroun et la France, mais surtout de l'urgence de résoudre les contentieux historiques entre ces deux pays avant toute autre forme de collaboration. Le combat que le collectif mène, ce n'est pas un combat contre les relations entre la France et le Cameroun. Non. C'est le combat entre les actuelles relations entre la France et le Cameroun, qui sont viciées par le contentieux historique. Les Français, jusqu'à aujourd'hui, payent des gens pour traquer les SS allemands, qui sont réfugiés en Amérique du Sud, etc. Tous les jours, les Suisses, les Occidentaux, payent aux Israéliens l'affaire de la Shoah. La France a reconnu le génocide arménien. La France est sur le point de reconnaître les crimes en Algérie. Pourquoi pas au Cameroun? L'arrivée de Macron était un non-événement, d'autant plus que ça traîne beaucoup de problèmes, beaucoup de casseroles. Déjà, tous les problèmes qu'on vit en Afrique, c'est le problème des Français. Et je dirais encore que rencontrer la France sur le chemin des Africains, c'est une malédiction. Sur le plan économique, le constat est clair. La France est en perte de vitesse dans ses anciennes colonies, notamment au Mali et en Centrafrique. On n'a pas un problème avec la France comme peuple français. On a un problème avec un système qui sévit même contre les Français. Une première pour l'Afrique depuis l'époque coloniale d'enclencher et d'accélérer le processus de décolonisation. Une première pour l'Afrique de dire non à la France. C'est inédit en Afrique qu'un pays africain déclare persona non grata à un ambassadeur français et qu'il donne 72 heures pour partir. C'est inédit qu'un pays africain demande à l'armée française de plier bagages et de partir. C'est inédit, c'est-à-dire que si on ne sait pas ce qui s'est passé dans les années 60, on ne peut pas comprendre le bond qualitatif que cette contestation a prise dans la zone de l'Afrique de l'Ouest. Macron en personne au Cameroun, est-ce à dire, l'éléphant a définitivement maigri. En tout cas, seule la fin justifie les moyens.
Et c'est la fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir regardé sur For You Télévision. Restez en compagnie de nos programmes. L'information et les programmes se poursuivent sur notre télé. Au revoir, Abidjan.